Commençons par un bref retour dans le passé, pas si lointain dans la mémoire collective. Au siècle dernier, la paysanne met son plus beau tablier pour aller au marché. Les agricultrices sont des femmes d'affaires déterminées qui vont négocier avec le banquier, dirigent leurs salariés et ont des responsabilités à l'égal des hommes. Ici, une tenue qui présente une très grande polyvalence élégante, puisqu'elle est adaptée aussi bien pour le travail que pour les loisirs, ou encore les sorties, soirées. Ici, une très belle tenue pour les champs, qui se transforme très facilement et rapidement en tenue de sortie et de fête. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, comment les stéréotypes influencent ces constructions identitaires et puis comment est-ce que finalement ils vont contribuer aussi aux inégalités. Les stéréotypes, je pense que vous savez en gros ce que c'est, mais ce sont des croyances, c'est-à-dire qu'un stéréotype il est ni vrai, ni faux, ni neutre. Un stéréotype c'est une croyance qu'on a, qui est partagée par les membres d'un groupe par rapport à d'autres groupes. En particulier les stéréotypes à propos des hommes et des femmes, c'est des schémas de pensée qui sont assez organisés, et la grosse spécificité des stéréotypes, c'est que ces contenus-là sont hiérarchisés. Et c'est ce qui fait toute la différence. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « mais on a besoin des stéréotypes au quotidien, parce que ça nous permet de trier rapidement les informations qui nous viennent ». Mais les stéréotypes, quand je dis qu'ils ne sont pas neutres, c'est vraiment fondamental. C'est que les stéréotypes en eux-mêmes, ils portent la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que le contenu d'un stéréotype, il n'est pas équivalent au contenu d'un autre stéréotype. Le contenu des stéréotypes sur les hommes est beaucoup plus valorisant et valorisé que le contenu des stéréotypes sur les femmes. Nos stéréotypes à propos des filles et des garçons, alors on appelle ça les stéréotypes de genre. Alors stéréotypes de genre, qu'est-ce que c'est que le genre? C'est complexe à dire en 3 mots. Le genre, c'est l'ensemble des attitudes, des comportements, des rôles sociaux, des métiers, des vêtements qu'on attend des individus sur la base de leur sexe. C'est une construction sociale, c'est-à-dire la façon de s'habiller, etc. Vous avez un historien qui a écrit des choses très intéressantes là-dessus pour montrer à quel point ça fluctue en fonction des périodes. C'est que le fait de porter du maquillage, des rubans, de la dentelle ou d'avoir des talons, jusqu'au XVIIIe siècle, c'était un attribut qui était un attribut de l'aristocratie. Ce n'était pas un attribut féminin. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes qui étaient dans cette aristocratie-là portaient les dentelles, les talons. C'est-à-dire que ça, c'était un attribut de classe sociale. Le fait de se maquiller ou de porter de la dentelle permettait de se distinguer entre les personnes plus riches et les personnes moins riches. Cet attribut, aujourd'hui, c'est devenu un attribut de genre, c'est-à-dire c'est un attribut genré. Il permet aujourd'hui de distinguer les hommes et les femmes. Les plus gros motifs de discrimination en termes de salaire entre les femmes et les hommes, c'est vraiment, la plus grande raison, c'est vraiment la discrimination, c'est-à-dire le fait qu'on pense qu'une femme n'est pas capable d'avoir ce poste-là, donc on va moins lui proposer un poste élevé, donc même si elle a un même diplôme, elle n'aura pas le même salaire parce qu'elle n'a pas accédé au poste. Mais une des raisons aussi qui compte, c'est la façon dont les femmes négocient ou pas leur salaire. Donc vous avez des recherches qui ont montré que vous avez 47, alors ça me paraît énorme, mais c'est ce que j'ai vu, 47% des hommes qui négocient leur salaire à un premier entretien d'embauche contre 17% des femmes. C'est-à-dire que d'emblée, il y a une autorisation pour les hommes qui s'autorisent à demander, alors que les femmes ne vont pas se permettre. Et on le voit aussi au niveau dans l'évolution dans l'entreprise, des demandes par exemple de formation. Les femmes demandent des formations comme les hommes, les deux ont accès à des formations, par exemple les formations continues, mais quand on regarde le type de formation qui est suivi par les hommes et les femmes, ce n'est pas les mêmes. Les hommes suivent beaucoup plus que les femmes des formations diplômantes et qualifiantes, qui vont du coup favoriser aussi leur évolution plus tard. Là où les femmes suivent plus des formations
qui leur permettent en général de mieux faire ce qu'elles font déjà. C'est-à-dire en gros d'être plus compétentes pour avoir le même poste et le même salaire. Les stéréotypes, ils influencent nos performances. Et ça paraît fou. On se dit, c'est pas possible. Comment un stéréotype il peut faire en sorte que je réussis plus ou moins un exercice ou une activité? Ça n'a pas de sens. Ben si, ça a du sens. Un exemple tout bête, et après je vais vous donner une situation de recherche. Un exemple bête qui a été expérimenté par des élèves dans une classe, c'est le prof de sport qui leur fait faire des pompes. Quand il demande aux filles de faire des pompes, évidemment, les filles « Oh non, je ne sais pas faire !» À part quelques-unes qui disent « Ouais, moi je vais faire !» Donc elles se valorisent. Mais les autres filles, en général, les pompes, donc il leur dit bah, « Vous inquiétez pas, les filles, vous pouvez le faire sur les genoux. » Quand vous dites à une fille « Vous pouvez la faire sur les genoux », c'est que d'emblée, vous partez du principe qu'elle ne peut pas y arriver sur les pieds. Donc, une autre façon d'appréhender les choses, c'est de faire des pompes sans dire que c'est des pompes. Et donc, le prof demande à ses élèves « On va faire de la danse aujourd'hui. » Donc, il fait se rouler par terre et ensuite se remonter différemment sur les bras, puis redescendre. Et puis, à la fin, il leur dit « Vous avez fait quoi ?» Et là, les gamins, d'un coup, réalisent qu'ils viennent de faire 10 pompes. Et les filles ont fait 10 pompes. C'est-à-dire que quand on leur demande d'en faire, elles pensent qu'elles ne sont pas capables. Quand on ne leur dit pas qu'il s'agit de faire des pompes, elles en font. Ça, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Comment est-ce qu'on propose des activités à des filles? Comment ne pas activer de menace du stéréotype? Ça amène des réflexions aussi à avoir en entreprise. Par exemple, comment j'intitule une réunion? Parce que ça peut justement inhiber ou au contraire favoriser l'expression des compétences des individus. Je n'ai pas eu au départ à choisir le métier, on me l'a imposé. Au lendemain du certificat d'études, à 13 ans et demi, bon, les parents m'ont dit tu dois teindre les vaches. Et à l'époque, c'était en 1950. Donc j'ai dû traire les vaches à la main pendant 1 an. Nous avions l'obligation de travailler jusqu'à 21 ans à l'époque, c'était l'âge de notre majorité. Malheureusement, nous perdions maman et il y avait encore 5 frères et sœurs derrière moi à aider ou à continuer leur parcours. J'ai dû me battre, disons, essayer de revendiquer une place plus d'avenir parce que j'étais considérée comme aide familiale à l'époque, à faire de la bonne et le commis, comme on dit. Et donc pas de statut d'agricultrice en perspective. Et papa me dit, quand on a commencé à aborder les problèmes de succession, papa me dit, tu dois amener un homme. Alors moi là, c'est vraiment la réaction qui ne me convenait pas du tout. Et le jour où il a même présenté un homme à la maison, j'ai foutu le camp. Et puis en fait, j'ai dû partir 1 mois dans un GAEC pour lui faire comprendre que je ne pouvais plus rester. Mais à ce moment-là, il me dit, non, quand il a vu que je faisais la valise, il me dit, non, tu décides maintenant ce que tu veux et tout ça. Ça a été vraiment la décision. J'ai construit une stabulation pour 40 laitières et 20 génisses de renouvellement. Et j'exploitais à l'époque 20 hectares de SAU. Si je veux être reconnue, il faut que je pousse jusqu'au bout. J'ai dit, il faut que tu sois un chef d'exploitation, sinon ça ne passera jamais. Et c'est dans ce sens-là, c'est ça qui m'a motivée. Je me dis aujourd'hui, j'aurais à refaire ma vie, je crois que je referais exactement pareil. Alors je me dis, j'ai pas dû me tromper. Déjà, pour revenir à se faire une petite introduction sur les stéréotypes, je suis dans plusieurs stéréotypes. Déjà, je suis fille de vétérinaire. Donc il y en a qui m'ont cité tout à l'heure. J'ai fait des études, donc moi j'étais dans la classe sociale qui devait faire des études. Et je me suis pas posé la question, donc j'ai fait des études. Et après, pareil sur la question de genre, je suis partie de l'agriculture maintenant, mais c'est maintenant que je suis adulte. Avant, je ne sais pas vraiment si j'ai eu le choix de ma carrière, j'ai eu une autre carrière avant, et je pense que je ne l'ai pas choisi, j'ai pris le moins mauvais. C'était vraiment ça mes choix. En terminale, j'étais en lycée agricole, j'étais encore en train de me dire qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai trouvé une feuille volante d'un BTS agricole, j'ai dit ça peut le faire. Voilà. Donc mon parcours. Donc j'ai fait un lycée agricole, parce qu'il y avait un bac S dedans, il fallait que je fasse des études. Donc là, je me suis un peu occupée des vaches et tout. J'allais pas mal avec mon père chez les agriculteurs pour aller voir les bêtes malades. Par contre, je ne connaissais que les bêtes malades. Autre problème. Et voilà, après j'ai fait des études, j'ai eu ma carrière, j'ai travaillé 5 ans et j'étais à me dire, mais non, ça va pas. Vous avez travaillé 5 ans à quoi? Je travaillais dans les communautés de communes. J'étais agent de développement local, donc j'ai un bac plus 5. Donc j'étais sur les projets, j'étais sur l'économie, sur le tourisme, etc. Je travaillais avec les élus. Et je me disais, mais ça va pas du tout, c'est pas du concret, ça me plaît pas, je veux être ma chef, je veux travailler avec des bêtes, qu'est-ce que je vais faire? Puis j'ai réfléchi un moment, et je me dis, mais je suis vraiment bête, je vais faire agricultrice, c'est ce qui me plaît depuis le début en fait, sans le savoir. Et donc j'ai cherché une ferme qui cherchait un associé, parce que je voulais pas travailler toute seule. Là j'ai eu la chance de tomber très très vite sur une ferme à Ambronay où ça se passe très bien, je suis en stage de préinstallation depuis 8 mois maintenant quasiment. Avec un homme qui est très ouvert, par exemple il y a des chambres d'hôtes, et ce qui est très drôle c'est que les gens ils me disent « Ah, les chambres d'hôtes c'est sa femme qui s'en occupe ».
Bah non, c'est lui. Mais il fait le ménage? Mais oui. Il fait le repassage? Mais oui. Voilà. Et puis moi, quand j'arrive, les gens ils me font bonjour Madame Coche, est-ce que c'est son nom? Bah non, c'est pas Madame Coche. Ah, mais non, je suis sa future associée. Et je précise souvent, j'ai rien à voir personnellement avec lui. Parce que même futur associé, les gens ils pensent conjoint. Voilà. Et je suis obligée, à chaque fois que je vois quelqu'un, de préciser non, je suis pas sa femme. Et c'est quelque chose d'incroyable. Donc moi je suis vice-présidente des femmes chefs d'entreprise de l'Ain, qui est une délégation d'une association qui est internationale, les femmes chefs d'entreprise. Parmi tous les chefs d'entreprise, on ne représente que 10% des chefs d'entreprise. Nous ne sommes que 10% à être des femmes parmi les chefs d'entreprise. Donc ça demande quand même effectivement de sortir un petit peu du lot et de montrer certaines choses. C'est vrai qu'autour de la table, ça fait 15 ans, 16 ans aujourd'hui que je suis à mon compte, c'est vrai que dans toutes ces tables-là, où on a des discussions économiques, on va dire, eh bien, on est très très peu de femmes, très peu. Et du coup, souvent on apporte dans ces réunions un autre regard. Alors j'allais dire un regard peut-être féminin, mais surtout un regard où on ne se bat pas sur les mêmes choses. J'ai souvent été l'élément qui a apaisé les réunions, quand autour de la table on avait des hommes qui se bagarraient entre eux, mais plus, c'est ce qu'on appelle un peu les combats de coq, voilà. Eh bien c'est vraiment ça, c'est à celui qui sera le plus fort, et du coup il perdait le fil de pourquoi ils se bagarraient. Et souvent j'ai été celle qui, avec ma petite voix, comme j'étais une femme, forcément je parlais pas tout de suite, j'écoutais beaucoup, et au bout d'un moment, quand je pouvais me faufiler et prendre la parole, eh bien j'étais l'élément qui allait apaiser les choses et leur dire mais on va recentrer le débat là, vous n'êtes plus du tout sur le bon débat. Moi vos combats de coq, j'en ai rien à faire, mais à côté de ça, on a tel et tel sujet à traiter, et c'est un sujet important parce que derrière il y a des hommes et des femmes qui nous attendent. Et souvent ça a apaisé, et souvent on a trouvé des solutions, et c'est vraiment là mon combat. Je suis directeur du CFA du bâtiment et des travaux publics de Bourg-en-Bresse, c'est un établissement qui est pas très loin d'ici. C'est ce travail que l'on fait actuellement au niveau des publics féminins. Il va de soi, et ça me fait plaisir parce que ça a été abordé, je crois qu'effectivement ça a été abordé dernièrement là, sur la discussion qui a été entamée. Un ouvrier qualifié, il l'est par ses compétences. Il ne l'est pas par son souhait, il l'est par ses compétences. Donc, après il y a quand même des difficultés. C'est vrai que je crois que les choses ont évolué, plus particulièrement dans le bâtiment, à savoir que les techniques de manutention ont évolué. Il y a quand même, la technologie fait que maintenant les métiers sont un tout petit peu plus approchables par les femmes. Parce que malgré tout, quand on avait des sacs de 50 kg pour des maçons, ça crée quand même une petite barrière, quoi qu'il en soit, physique qui est présente. Donc c'est une action qu'on mène maintenant depuis une dizaine d'années. Sur les chiffres que j'ai 500 filles qui se sont déjà présentées à ce type de présentation des métiers du bâtiment. Je pense que c'est un peu plus parce que déjà ça fait 4-5 ans qu'on a une centaine de filles, voire plus de jeunes filles qui se présentent. Mais bon, ça c'est pas grave au niveau des chiffres. Si ce n'est qu'il y a quand même toute cette volonté-là de démarche de vouloir présenter des métiers dont on a plutôt une représentation en fait sexiste, dans le sens où effectivement on pense que c'est plus des hommes qui sont à même de pouvoir faire ces métiers. Donc la différence, on a fait bien à ce niveau-là, c'est les métiers du bâtiment, c'est les métiers du TP, où il y a vraiment la possibilité pour les femmes de les pratiquer, et les pratiquer dans les bonnes conditions. Voilà. Maintenant, après, il y a des compétences à avoir, et c'est le rôle du CFA du bâtiment d'amener ça.